Nous nous trouvons place de la Gare à Strasbourg et nous allons effectuer un itinéraire de 7 km et demi pour découvrir le patrimoine méconnu de Strasbourg. Cet itinéraire, donc, qui commence place de la Gare, va nous mener jusqu'au parc de l'Orangerie. Voici la gare qui a été munie d'une structure en verre. Cette structure en verre, qui me paraît particulièrement disharmonieuse, mais c'est un avis qui m'est strictement personnel, n'en tenait pas compte, nous cache le bâtiment construit par les Allemands lors de la première annexion. Derrière le verre, on aperçoit le bâtiment qui a été achevé en 1883. À l'intérieur, la structure en verre semble moins disharmonieuse, heureusement. Dans le hall des départs, on trouve les blasons de la ville, des deux provinces Alsace-Lorraine et du Reich. Le second Reich, celui de Bismarck. Ce bas-relief représente l'Alsace. On voit la cathédrale de Strasbourg. La Lorraine, du bon petit vin de Moselle. Oui, la Verrière, c'est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. À présent, en route, nous allons entamer ce parcours vers le parc de l'Orangerie. On se dirige vers l'extrémité sud de l'esplanade de la place de la Gare. Nous allons emprunter face à nous le boulevard de Metz. Si les Strasbourgeois avaient la curiosité et l'indulgence de regarder ce film, ils se diraient que je ne m'en vais pas précisément vers le parc de l'Orangerie, mais je suis l'itinéraire tracé. Strasbourg, ville européenne, et qui le prouve ici. Avec l'avenue de Nancy et l'avenue de Lyon, l'avenue de Metz délimite les contours du Faubourg National, autrefois appelé Faubourg Blanc avant la Révolution française. C'était un quartier de jardiniers et un quartier de couvents. La rue déserte que je franchis ne mérite pas tout à fait son nom. Le boulevard de Metz ne fait pas honneur à cette belle ville lorraine et ne présente rien de particulier. On franchit la rue de la Course sans courir. Nous arrivons au carrefour du boulevard de Metz et de la rue du Faubourg National. Un beau petit square et il faut faire gaffe pour tourner ici à gauche dans la rue Martin-Bucer. Dans le prolongement de la rue du Faubourg National, on aperçoit l'église Saint-Pierre-le-Vieux. En nous engageant dans la rue Martin-Bucer, nous nous trouvons dans l'îlot Sainte-Aurélie. Il y a ici une église. Voici le clocher de l'église protestante Sainte-Aurélie. L'église primitive a probablement été fondée au 8e siècle. Ce serait l'un des sanctuaires les plus anciens de Strasbourg, servant à la corporation des jardiniers cultivateurs et charrons. L'édifice primitif a été dédié à Saint Maurice en 801, puis à Sainte-Aurélie en 1324. Cette église est devenue protestante en 1523 et c'est Martin Bucer qui a été choisi comme pasteur, d'où le nom de la rue.
La cloche est la plus ancienne de Strasbourg, 1410. Et la nef a été reconstruite en 1765. L'église semble encastrée dans une école, donc difficile à visiter, c'est dommage. Juste à proximité, une intéressante maison à colombage. On reprend notre chemin par la rue Sainte-Marguerite. C'est sur la droite que l'on emprunte la rue Sainte-Marguerite. Rue Sainte-Marguerite se détache l'impasse Sainte-Aurélie avec une jolie maison à colombage. Tournons sur notre gauche. On arrive à la jonction des rues Saint-Michel et de Molsheim. Dans le prolongement, l'une des tours des ponts couverts et la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. La rue de Molsheim est parcourue par une ligne de tram. Ah, si c'était Norma Jean Baker. Nous nous approchons du bâtiment de l'ENA que le gouvernement a décidé de déplacer à Strasbourg en 1991. Passons de ce côté. Les locaux de l'ENA au cours des âges ont eu différentes vocations, marchandes, mais également spirituelles, et puis aussi militaires et aujourd'hui politiques. Cette statue, en vol 2011, présente une carte de l'Europe. Ce n'est pas la précision Michelin. La place Hans-Jean Arp sépare l'ENA du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Le parvis est un peu encombré aujourd'hui. Vue sur le bâtiment de l'ENA. Vue sur le musée d'art moderne de 1998. Encore l'ENA. Nous nous trouvons aux abords de l'île et voici l'entrée du barrage Vauban. Une petite butte va peut-être nous permettre d'observer la façade du musée d'art moderne et contemporain qui montre des collections de 1870 à nos jours. La façade vitrée et en granit rose est due à Adrien Feinsilber. À l'intérieur, on trouve une bibliothèque riche de 65 000 titres. On trouve ici des œuvres de Gustave Doré, Monet, Gauguin, Rodin, Braque, Picasso, Ernst, Hans Arp, Spindler et Charles Winter, parmi d'autres. Nous allons pénétrer à l'intérieur du barrage Vauban. Prenons le temps néanmoins de jeter un petit coup d'œil sur cet endroit, l'un des plus merveilleux de Strasbourg. Le passage Georges Frankhauser, architecte, fondateur des Amis du Vieux Strasbourg 1888-1968, permet de traverser le barrage Vauban. Encore une réalisation du fameux militaire qui œuvrait sous Louis XIV. Il est possible de monter en terrasse et on ne va pas s'en priver.
L'amont ne présente pas un grand intérêt, à l'exception toutefois du musée d'art moderne. En aval, c'est tout autre chose. Bâtiment de l'ENA, canal du Faux Rempart, passage couvert, la Petite France, cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Vue merveilleuse, un peu à contre-jour, hélas, on ne choisit pas toujours son heure. C'est l'ingénieur Tarade qui a construit le barrage Vauban sur les plans du maréchal entre 1686 et 1700. Un système défensif pour Strasbourg. L'ENA occupe les locaux de l'ancienne commanderie Saint-Jean. Le hideux et coûteux hôtel du département du Bas-Rhin a été installé à côté du barrage Vauban. On redescend et on ressort. L'hôtel du département date de 1990. Nous nous retrouvons à cet endroit que nous avions déjà vu dans la séquence du tour de la vieille ville. Nous sommes place du Quartier Blanc et je ne m'attarde pas trop dans cet endroit car ce n'est pas le Strasbourg méconnu. Je vous renvoie à mon autre film. Traversons les ponts couverts jusqu'au quai de la Bruche. Vers 1300, pour défendre Strasbourg, on a construit ici des ponts-galeries recouverts d'une toiture. En 1784, ce sont de simples passerelles de bois sur pilotis qui les ont remplacées, et en 1865, des ponts de pierre. À ce moment-là, il n'y avait plus de toiture, il n'y en a plus maintenant, mais pour les Strasbourgeois, ce sont toujours les ponts couverts. J'ai dit que je ne m'attardais pas, mais on est quand même saisi par la beauté du lieu. Encore un pont et c'est le quai de la Bruche. Là, c'est le quai de la Petite France que nous avons pris dans le circuit du tour de la vieille ville. Joli reflet dans l'eau. Le square Louise Weiss magnifie le site.
Belle vue ici sur les ponts couverts, le barrage Vauban, ainsi que la commanderie Saint-Jean, siège de l'ENA. Un platane extraordinaire nous accueille à l'entrée du quai de la Bruche. Ce platane est particulièrement vénérable et imposant. L'alignement des 3 tours. Idéal pour tremper les pieds dans l'eau. L'endroit est plein de charmantes petites venelles. La glycine est bientôt prête à fleurir. Cet endroit charmant s'appelle la rue du Quai. Vous ne voyez aucune contrepétrie. À droite, nous rattrapons la belle rue du Bain aux Plantes. Là encore, cependant, ce n'est pas le Strasbourg méconnu. C'est plutôt le Strasbourg archi-touristique, bien que tout de suite il n'y a personne. On aperçoit l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Engageons-nous dans cette section entre la rue du Coq et l'église Saint-Thomas, rue du Bain aux Plantes, quartier des Tanneurs. La belle rue des Moulins est loin d'être méconnue. La célèbre maison des Tanneurs. Place Benjamin Zix. L'itinéraire se poursuit par la rue des Dentelles. Comme vous le voyez, il n'est pas désagréable de marquer une pause sur la place Benjamin Zix. Petite rue des Dentelles et rue des Dentelles tout court. Les restaurants réputés se succèdent dans le coin.
Certaines cours intérieures méritent une petite vue. Superbe marronnier d'Inde dans cette cour intérieure. Belle tourelle d'angle. Superbe. On poursuit dans la rue des Dentelles. On quitte la rue des Dentelles pour s'engager dans la rue de la Monnaie. Ceci rappelle que Strasbourg, jusqu'en 1681, pouvait battre sa propre monnaie. À cet emplacement, il y avait ici un édifice, c'était l'hôtel de la Monnaie, qui a été remplacé au début du XXe siècle par un autre monument, enfin un autre immeuble monumental néo-baroque qui tient lieu d'école. On poursuit vers l'église Saint-Thomas que nous connaissons. Au bout de la rue de la Monnaie, nous parvenons place Saint-Thomas. Au nord de la place, l'immeuble néo-renaissance de 1904 est celui de la Caisse d'épargne. En 1904, ce devait être la Sparkasse. Repassons devant la façade occidentale de l'église Saint-Thomas pour gagner l'autre bord de l'île. Nous passons par la rue Martin Luther. Un brave garçon qui ne cessait pas de protester. Au début du XIXe siècle, le quai Saint-Thomas était une bande de terre que le maire Brackenhofer a fait consolider. À présent, je traverse l'île. De ce point, d'où l'on peut voir le quartier des Tanneurs et la Petite France, on voit également l'église Saint-Pierre-le-Vieux. De belles échappées çà et là. Les plantes mellifères embaument et permettent un séjour très agréable pour la prise de photos. À présent, on quitte le quai, le pont Saint-Thomas, et nous allons nous enfoncer dans la Krutenau.
was von hier und da, ja. Beau bâtiment quai Saint-Thomas, consistoire supérieur et séminaire protestant. On se détache du quai Charles Fray, ancien maire, et l'on s'engage dans le Finkviller. C'est un quartier, rue Saint-Louis. Le Finkviller était un ancien quartier de jardiniers et de pêcheurs au sud de la Petite-France. Place Saint-Louis, un bel édifice à colombage et à encorbellement. Rue Saint-Louis, Louis IX, roi de France. Des fleurs de lys, dirait-on sur ces volets, pour nous le rappeler. Tout au commencement de la rue Saint-Louis, de belles maisons du XVIIIe siècle. Sur la gauche, l'église Saint-Louis. On passe devant le café-théâtre de la Choucrouterie, que j'ai testé pour vous. Et c'était bon. C'est en 1687 que Louis XIV a fait élever l'église Saint-Louis à l'emplacement d'un hôpital et d'une chapelle Sainte-Barbe de 1311, démolie en 1476. Convertie en bien national en 1799, restaurée au début du XIXe siècle, l'église est rendue au culte catholique en 1827. Au bout de la rue Saint-Louis, on tourne à droite dans la rue Sainte-Élisabeth. À cet endroit se trouvait autrefois une communauté de femmes dominicaines, dites diaconesses, placées sous l'invocation de Sainte Élisabeth de Hongrie. Voici l'établissement des diaconesses. Beaucoup de locaux en rénovation par ici. C'est qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de diaconesses. Poursuivons rue Sainte-Élisabeth. Au bout de la rue se trouvent les locaux du Haras national, réalisés au XVIIIe siècle. Aspect, hélas, extérieur du Haras national, désormais brasserie. Et restaurant, hôtel. Nous tournons sur la gauche. L'ancienne clinique protestante des diaconesses est en rénovation. On réalise des logements neufs ici. En face, le Haras royal. Nous entrons dans l'enceinte des hospices civils de Strasbourg. Poursuivons de ce côté. Belle architecture moderne ici. Les travaux jalonnent le parcours.
Ouais, lui, on vient de me dire que tu vas dans l'œil. Voilà, donc ça. Poursuivons. Superbe être pourpre. On se détache de l'église. Nombreuses réalisations architecturales en cours dans le coin. Heureusement que Strasbourg, ça n'est pas que ça. L'église ici est catholique. Petite cour intérieure, juste à côté de l'église. Nous sommes à l'endroit le plus intéressant des hospices civils. Voici ce qui nous attend. Heureusement qu'il y aura de la verdure. En buste, Charles Schutzenberger, professeur. La boulangerie de 1572 se prolonge par les bâtiments de la pharmacie, avec ses fenêtres en arcade. La pharmacie date de 1537. Le bâtiment principal. On arrive à la porte de la place de l'hôpital. Les hospices civils ont été construits entre 1395 et 1398. Mais ce grand édifice principal, dont la façade s'allonge sur 150 mètres, date bien entendu du XVIIIe siècle. On aboutit place de l'hôpital. À droite, chœur de la chapelle Saint-Hérarde, orné de la porte du Theatrum Anatomicum. Toutes ces petites maisonnettes sont bien plaisantes à l'œil. À droite se trouve la tour de l'hôpital du XIIIe siècle, couronnée d'une lanterne destinée à des observations astronomiques. On est tout de suite saisi et séduit par l'endroit.
On s'engage dans la rue d'Or. En face, on arrive sur le quai Saint-Nicolas. L'église Saint-Nicolas. Nous voici parvenus sur le quai Saint-Nicolas. Une originale campagne d'affichage sur un mur. Je crois que ça a le mérite d'être clair. Je vous disais. Nous sommes en face du bâtiment de l'ancienne douane. C'est à cet endroit que se trouve le musée alsacien. L'exposition littéraire se poursuit quai Saint-Nicolas. Même au sol. L'enseigne du musée alsacien. L'entrée. En 1902, c'est un groupe d'admirateurs des traditions de l'Alsace qui a décidé de construire ici un musée dédié aux traditions alsaciennes pour faire face à la germanisation de la province. La cathédrale Notre-Dame et le musée historique de la ville de Strasbourg. On parvient sur la place du Corbeau. Et nous allons nous engager sur le quai des Bateliers. L'endroit est très animé.
pose pas du tir en face. Alors, ça, ils vont mieux que tu fasses ça. À voir au numéro 1, la cour de l'hôtel du Corbeau. Un patrimoine superbe. Cet ensemble en bois exceptionnel date de 1528. L'activité hôtelière s'est poursuivie jusqu'en 1854. Peu de choses ont été modifiées ici, à part quelques vitrages. Parmi les hôtes de marque, les généraux de la guerre de 30 ans, Turenne, un roi de Pologne, Jean Casimir, Frédéric II de Prusse sous un faux nom, l'empereur Joseph II d'Autriche sous le nom de comte de Falkenstein, mais aussi Jean-Jacques Rousseau, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas. En sortant, nous apprécions pleinement l'architecture du musée historique de la ville de Strasbourg, ancienne grande boucherie. Sur le quai des bateliers, de belles demeures à pans de bois et à encorbellement se succèdent. De petites impasses percent le quartier comme un gruyère. C'est comme les traboules à Lyon. Ça, c'est de l'encorbellement. Strasbourg, et moi je vous réponds escalade dans la splendeur. Le quai des bateliers se refait une beauté. Nous sommes parvenus au niveau du pont Sainte-Madeleine. On ne s'en lasserait pas de cet endroit. Une maison fort ancienne. Elle n'est pas la seule. On tourne à droite dans la rue des Trois Gâteaux. Dans l'axe de la rue des Trois Gâteaux, on aperçoit l'église Sainte-Madeleine.
l'arrière des maisons bordant le quai des Bateliers. Vue depuis la Krutenau. On contourne l'église. Un groupe scolaire devant. Au XVe siècle existait dans ces parages un couvent des Sœurs pénitentes de Sainte-Madeleine, destiné à recevoir les filles publiques repenties. Les différentes églises et couvents ont été inaugurés en 1478 par Geiler de Kaysersberg, le prédicateur que l'archevêque de Strasbourg avait fait convoquer pour venir à Strasbourg. Les bâtiments ont été détruits en 1904 par un grave incendie. L'abside et le chœur du XVe siècle sont toutefois conservés dans la nouvelle et plus vaste église, de même que les arcades du cloître. Reprenons notre chemin en contournant l'église par la droite. Au fond de la place, on rejoint un vestige de l'enceinte médiévale. L'enceinte date du début du XIIIe siècle. Quant à la porte, elle a été placée ici au début du XXe siècle, mais évidemment elle est bien antérieure. Elle date de 1576 et provient de l'ancien hôtel de Ratsamhausen, rue Brûlée. Le quartier de la Krutenau, parsemé jadis d'innombrables bras de rivières, marécages et fossés, signifie étymologiquement jardin de la ville ou champ d'herbe. C'était le royaume des pêcheurs, bateliers et soldats. On continue. Par la rue du Fossé des Orphelins, nous allons aboutir place de Zurich. Voici la place de Zurich en question. La place de Zurich est le cœur névralgique, le cœur battant du quartier de la Krutenau. Au fond de la place se trouve le restaurant du Renard Prêchant, dont le nom est lié à une légende. Il y avait autrefois un certain monsieur Fuchs, dont le nom signifie renard, qui parlait aux canards de son voisin et pouvait ainsi les attirer. Il fut condamné à la prison. Au XIXe siècle, le Renard Prêchant était un cabaret qui montrait des spectacles de marionnettes. Et je me rappelle encore la télé sur le... De la place de Zurich se détache la rue de Zurich, que nous allons emprunter. Voici la rue de Zurich.
La rue de Zurich est construite à l'emplacement de l'ancien Rheingießen qui reliait l'île et le Rhin et par lequel les bateaux rhénans accédaient au port de Strasbourg. Sur la droite, rue Sainte-Catherine. Mais non, donc nous allons tout droit rue de Zurich. Place de Zurich, rue de Zurich qui nous emmène au pont au Chat. Nous voici place du pont au Chat. On y voit un édicule. L'inscription est en allemand. J'espère que sa fraise ne le serrait pas trop. Au niveau de la place du pont au Chat, on s'engage dans la ruelle des Chanvriers. Toujours un beau patrimoine bâti alsacien. Au coin des bâtiments de la manufacture de tabac, on prend la rue Munch, vers l'église protestante Saint-Guillaume. Ruelle de l'Étoile, on n'y passerait pas en voiture. Fondée en 1300, l'église protestante Saint-Guillaume est reconnaissable à son clocher de guingois. Elle a été fondée par le chevalier Henri de Mullenheim, puis donnée à l'ordre mendiant des Guilhelmites. Elle est devenue protestante à la Réforme en 1534. L'église est en réfection. Nous ne verrons malheureusement pas ces magnifiques vitraux. Nous sommes parvenus sur le quai des pêcheurs. Nous apercevons les flèches jumelles de l'église Saint-Paul. C'est cependant à droite que nous tournons dans la rue Saint-Guillaume. Parvenu au bout de la rue Saint-Guillaume, on tourne sur la gauche, dans la rue de l'Académie. On longe sur la gauche l'école municipale des arts décoratifs, décorée de belles céramiques. Dans le jardin se trouve un monument aux morts de la guerre de 14-18. Les céramiques de l'école municipale des arts décoratifs sont signées de Elchinger. Un peu plus loin, sur la droite, les bâtiments du lycée Oberlin. En face du lycée, on tourne dans la rue Fritz Skinner. Avant d'aboutir au quai, un autre lycée, le lycée Jean Rostand. L'édifice, imposant et allongé, fut fondé à la fin du XVIIe siècle et reconstruit au siècle suivant pour loger une partie de l'importante garnison française. C'est l'ancienne caserne Saint-Nicolas qui est donc aujourd'hui lycée Jean Rostand. Nous allons aboutir sur le boulevard de la Victoire. Rigolo de voir une cheminée en pleine ville. On n'a plus tellement l'habitude de ça. Nous tournons à gauche, boulevard de la Victoire, et nous allons rejoindre l'île.
nous apercevons le grand établissement municipal des Bains, qui a été conçu en 1905 par l'architecte Fritz Beblo. En pleine période Jugendstil, ce véritable temple de l'hygiène et de l'hydrothérapie moderne proposait tous les bienfaits de l'eau alors en vogue. Bains médicinaux et hydroélectriques, bains en baignoire, bassins de natation et de bains romains. L'élégant pavillon circulaire distribue les différentes installations qui semblent éclater. Les activités sont aujourd'hui restées les mêmes qu'autrefois, comme le décor. Marbres et cuivres se marient harmonieusement au son des douches et des clapotis. Nous voici devant le bâtiment de la Gallia. Il date de 1888, mais évidemment à cette époque il s'appelait Germania. Il a été construit pour le compte d'une société d'assurance-vie de Stettin. Décidément, les Allemands n'ont pas de chance puisque Strasbourg est redevenue française et Stettin est devenue polonaise. En plus des bureaux de la société d'assurance-vie, l'immeuble Germania abritait une brasserie, un restaurant, des boutiques et de vastes appartements aux étages où logeaient les fonctionnaires et officiers allemands. Lorsqu'en 1921 Germania a été rebaptisé Gallia, c'est devenu un foyer pour étudiants. Nous voyons les tours jumelles de l'église catholique Saint-Paul, construite aussi par les Allemands. Nous sommes au Pont Royal et nous allons nous engager sur le quai du maire Dietrich. Rien à voir avec cette brave Marlène. Vous ne m'en voudrez pas que je m'arrête 2 secondes pour faire une photo de cette belle église. C'est l'architecte Louis Müller qui a élevé l'église Saint-Paul entre 1889 et 1892. Et c'est la copie conforme de l'église Sainte-Élisabeth de Marbourg an der Lahn du XIIIe siècle. C'était un temple protestant pour les soldats de l'armée allemande jusqu'en 1918. Et il y a autant de portes que de grades dans l'armée allemande. Les 2 tours jumelles font 76 mètres. Et je me suis emmêlé les pinceaux car elle n'est pas catholique. Elle est bien restée réformée, protestante. L'endroit est singulièrement séduisant. Et la position où l'on a construit l'église Saint-Paul est tout à fait judicieuse, au confluent de l'Ill et de l'Aar. Allons jeter un coup d'œil. On emprunte le pont d'Auvergne. L'Ill. En amont, le clocher de l'église Sainte-Madeleine. Avec l'université, l'église Saint-Paul est réputée pour être l'une des plus gracieuses constructions de l'époque allemande.
À mon avis, c'est l'heure de la cérémonie et l'on ne peut pas visiter. Voici simplement ce que je peux voir, et dans le chœur, on remarque en particulier la galerie de grès rose en arc de cercle. La cérémonie vient de se terminer, je peux donc rentrer dans l'édifice. Le grand orgue nécessite une restauration. Luther et Calvin ont dû se retourner dans leur tombe, que je confonde l'église Saint-Paul avec un temple catholique, enfin une église catholique. Si ce lustre avait la bonne idée de ne pas se décrocher maintenant, ça m'arrangerait. Reprenons le cours de notre balade. Je reprends le pont d'Auvergne en sens inverse. De ce côté, mais dans la pénombre, la monumentale façade du palais universitaire, bâti dans le style Renaissance italienne en 1884. Au centre de la place de l'université, on voit la statue de Goethe, Goethe étudiant. La place de l'université comporte de nombreux ombrages. Nous voyons ici Goethe d'un peu plus près, à la mode étudiante de son époque. Goethe est entouré par des allégories des arts lyriques et dramatiques. Sûrement l'art dramatique de ce côté, parce que ça n'a pas l'air de rigoler. Le palais universitaire a été construit par l'architecte Otto Warth entre 1879 et 1884. Il exaltait la culture germanique. C'était alors l'université de l'empereur Guillaume, Kaiser Wilhelm Universität. L'Alsace-Moselle était alors terre d'empire, Reichsland, et les autorités voulaient faire de l'université un phare du savoir germanique face au monde latin. Redevenue française en 1919, l'université a dû se replier à Clermont-Ferrand au début de la Seconde Guerre mondiale, où Hitler a donné l'ordre qu'un enseignement politisé soit conduit ici.
Dans cette université reste encore l'enseignement des arts plastiques, de l'histoire et une faculté de théologie protestante et catholique. Dans les niches, à gauche l'Argentine, à droite l'Allemagne. Je salue respectueusement l'Argentine, mais en même temps, je ne comprends pas très bien ce qu'elle fait là, sur un bâtiment européen. On contourne le bâtiment par la droite, par la rue de l'université. Beau être pourpre. La rue de l'université n'est pas déplaisante. On arrive à l'angle de la rue Blessig. D'après le plan du circuit, c'est ici que l'on rentre dans le jardin de l'université. Mais malheureusement, nous sommes dimanche. Et il y a une grille pour nous barrer la route. Pas d'autre solution que de continuer par la rue de l'université. Montrons-nous hommes de ressources et improvisons. Les oiseaux ont bien de la chance d'avoir des nids en préfabriqué. Il s'agit de rejoindre le jardin botanique à présent. Allons voir si une ouverture est ménagée un peu plus loin. On fait quand même de la belle photo, même si l'on ne suit pas l'itinéraire tout à fait prévu. Arbre superbe. Manifestement, de ce côté, il est possible d'aboutir au jardin botanique. Le jardin botanique compte 6000 plantes. Il a été rajouté en 1884 à l'université impériale. Au moins le dimanche, on est tranquille rue de l'université. Entrons dans le jardin botanique. Le parc comporte un arboretum magnifique. La serre abrite une collection de nénuphars géants. Manque de chance, le jardin botanique n'est ouvert que l'après-midi. Il est donc trop tôt. Je me vois donc dans l'obligation de poursuivre.
Il y a dans ce jardin notamment un séquoia géant, 5 cyprès chauves et un faux noyer du Caucase. Nous débouchons dans la rue Goethe. On s'engage dans la rue Winfeling. 2 kilomètres séparent le jardin botanique de l'université du parc de l'Orangerie où nous allons. La rue Winfeling nous fait parvenir rue de la Forêt-Noire, qui est en fait une avenue. Si l'église Saint-Paul était destinée aux soldats protestants de l'armée allemande, l'église Saint-Maurice que nous voyons ici dans le prolongement de l'avenue de la Forêt-Noire était dédiée aux soldats catholiques. Prolongée par l'avenue des Vosges, l'avenue de la Forêt-Noire fait partie du grand axe dessiné par les Allemands après l'annexion de 1871, au nord de Strasbourg. La rue Winfeling continue après l'avenue de la Forêt-Noire. On croise la rue Slédan et on s'engage à droite. Les immeubles, là encore, sont imposants. Au numéro 22, l'hôtel Marguerite. 1904-1908, de l'architecte Briand. C'est du style Art Nouveau. C'est le plus bel exemple de style, de Jugendstil à Strasbourg. Admirons la façade en jeu de courbes et contre-courbes. Bas-relief en forme d'iris. Vitraux végétalisés. La rue Slédan se prolonge jusqu'à la rue de Verdun. Un quartier très tranquille. De la rue de Verdun, on aperçoit l'église Saint-Maurice de tout à l'heure. Dans un style néo-gothique flamboyant, elle était réservée aux soldats catholiques, donc de l'armée allemande. On tourne rue de Verdun.
La rue de Verdun ne présente rien de particulier. On la longe jusqu'au boulevard d'Anvers. Ici, le boulevard d'Anvers. On traverse, on continue rue de Verdun. Au bout, on aperçoit les bâtiments de l'institution Sainte-Clotilde. On tourne à droite dans la rue Charles-Gounod. La rue Charles-Gounod se trouve dans un quartier résidentiel aménagé entre les deux guerres mondiales. La rue Beethoven coupe la rue Charles-Gounod. Nous sommes dans le quartier des musiciens. Immeuble intéressant au numéro 14 de la rue Gounod. Belle petite maison au numéro 13. Vers le boulevard de la Marne. Le petit patrimoine méconnu. Immeuble avec des pilastres à chapiteaux ioniques. La rue Charles-Gounod aboutit donc au boulevard de la Marne et en vis-à-vis se trouve la rue de Bruges. Le boulevard de la Marne est superbement planté de platanes. Mon guide, qui est un peu ancien, dit qu'il y a ici souvent un marché. Ce n'est pas le cas ce dimanche. On a la musique gratuite par ici. Est-ce Giscard qui fait de l'accordéon? La rue de Bruges nous mène à la place Albert Ier. Nous nous trouvons face à la cité Rotterdam, qui est un ensemble de logements qui a été construit dans l'immédiate après-guerre. Réalisé par l'architecte Baudouin, il paraît qu'il souffre de problèmes d'insonorisation. On en a fait un sketch à l'époque. Rue de l'Isère. Pas l'Isère en Rhône-Alpes, mais l'Isère avec un Y, bataille donc de la guerre de 14-18. Nous approchons du parc de l'Orangerie. Il ne faut quand même pas qu'il débloque de trop. La rue de l'Isère longe la cité Rotterdam. Ce qui est un peu bizarre puisque l'Isère c'est en Belgique et Rotterdam c'est aux Pays-Bas. Ces quartiers sont beaucoup plus modernes que le vieux Strasbourg.
À Strasbourg, on aime les arbres et le verre. Parvenu au bout de la rue de l'Isère, on s'engage dans la rue du Conseil des 15. Ce fameux Conseil des 15, à partir de 1433, dans la ville libre de Strasbourg, constituait une sorte de gouvernement de ministère de l'Intérieur et des Finances de Strasbourg. Il y avait à l'époque des demeures luxueuses dans ce quartier, et les villas qui y sont bâties sont restées bien cotées. Au bout de la rue du Conseil des 15, nous serons tout proches du parc de l'Orangerie. Derrière nous, la cité Rotterdam. Place du Conseil des 15. Ce quartier, à l'écart du grand tourisme à Strasbourg, ne manque pas de charme. Ça a l'air de plus en plus cossu au fur et à mesure qu'on se rapproche du parc de l'Orangerie. Angle de la rue Eugène Carrière.
En vue du parc de l'Orangerie. On aperçoit la toiture d'une église orthodoxe russe dans le prolongement de la rue Bernegger. C'est ici que s'achève le circuit au pied du parc de l'Orangerie, que voici.